Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cet habituel e-book mensuel avec aujourd'hui pour programme une première série, un premier jet sur les chandeliers japonais, notamment ceux que je préfère. Et comme il y a beaucoup à dire, j'ai réservé cette première vidéo aux avalements, au harami et au marubozu. Alors on va commencer par la base, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un chandelier japonais? Alors, il faut savoir que le chandelier japonais est une façon de représenter les cours qui est très ancienne, hein, et qui nous vient d'Asie et qui synthétise encore une fois magnifiquement bien ce à quoi ressemble une séance. Alors un chandelier, ça va être un corps surmonté éventuellement d'une mèche ou d'une ombre haute et d'une mèche et d'une ombre ou d'une ombre basse. Les deux appellations existent. Le corps peut être rouge ou vert. S'il est vert, cela signifie qu'on a ouvert plus bas qu'on a terminé. Ok. Et bien sûr, s'il est rouge, cela signifie l'inverse, c'est-à-dire qu'on a clôturé plus bas que l'on a ouvert. Attention, ça ne veut pas dire que c'est une séance de baisse, hein. On peut très bien avoir commencé avec un plus 20% et terminé sur uniquement un plus 15%, donc 5 points de moins. On aura quand même 15% de hausse, mais on aura une bougie rouge tout simplement parce qu'on aura clôturé plus bas que l'on a ouvert. Ok. Alors, on se retrouve donc avec une figure très classique comme ça, hein, c'est-à-dire niveau d'ouverture, niveau de clôture, plus haut, plus bas, en sachant que c'est une bougie verte, donc séance sur laquelle on a terminé plus haut que l'on a terminé plus haut qu'on a ouvert. Et inversement, hein, une bougie rouge signifie qu'au plus haut on est venu ici, au plus bas on est venu là, on a ouvert sur ce niveau et on a clôturé sur ce niveau. Alors, on va commencer par s'exercer un petit peu les yeux. Alors regardez un petit peu, là si vous voulez regarder ce qui se passe, hein, de manière très classique, sur cette bougie-là par exemple, hein, donc une bougie verte, une bougie où on a clôturé plus haut que l'on a ouvert. On voit qu'il n'y a pas de mèche basse, ça veut dire que le niveau d'ouverture a été le niveau le plus bas de la séance. On a clôturé ici, on a perdu un petit peu de terrain par rapport au plus haut de la séance qui était là. Si on prend cette bougie-là, ben c'est un peu l'inverse. On a ouvert ici, ça a été quasiment le plus haut de la séance. Au plus bas de la séance, on est venu là, mais on a clôturé sur ce niveau ici. Cette bougie rouge signifie que l'on a ouvert là pour clôturer ici. Au plus haut de la séance, on est venu ici. Et au plus bas de la séance, on est venu là. Alors on va commencer par le Marubozu et le quasi Marubozu. Alors moi j'aime bien ces bougies puisque bien utilisées, elles peuvent véritablement prédire avec pas mal de d'acuité ce qui va se passer. Bien utilisée, hein, les statistiques montrent qu'elle a 80% de chances, hein, d'indiquer ce que vont faire les cours par la suite. En l'occurrence, un Marubozu rouge a une incidence baissière et un Marubozu vert a une incidence haussière. Alors tout le monde la connaît cette bougie, hein, chez les traders. Vous allez donc avoir une bougie d'une très grande ampleur qui se caractérise par l'absence totale de mèches hautes ou basses. Cette absence de mèche haute ou basse signifie bien que eh bien, les plus bas ont été faits sur le niveau d'ouverture, les plus hauts ont été faits sur le niveau de clôture. On n'a pas reflué par rapport à un éventuel plus haut. Et cela montre en fait la prise en main progressive, hein, des haussiers tout au long de la séance. Tout en sachant qu'on peut parler de quasi-marubozu lorsque les mèches sont vraiment très petites, hein, d'une hauteur quasiment inexistante par rapport au corps de la bougie. Le Marubozu baissier, ben, c'est le pendant. On a ouvert sur ces niveaux-là. On a clôturé beaucoup plus bas. Et l'absence de mèche montre qu'il y a une prise en main progressive et sans partage des baissiers sur les cours. On peut parler de quasi Marubozu lorsque les mèches existent, mais qu'elles sont vraiment d'une taille ridicule par rapport au corps de la bougie. Alors, si on prend toutes les occurrences de Marubozu, on n'arrive qu'à une chance sur deux de, de valider la progression. C'est-à-dire qu'une bougie verte n'aura qu'une chance sur deux de continuer
avec une hausse, une bougie rouge n'aura qu'une chance sur deux de continuer avec une baisse. Mais encore une fois, c'est si on prend toutes les figures, il y a moyen de peaufiner les prédictions et notamment arriver à 80% de chance. On reviendra sur ça un petit peu plus tard. Alors il faudra également retenir que pour améliorer ses chances de réussite, on peut augmenter les statistiques en tenant compte du fait que les maroubouzous haussiers produisent de meilleurs résultats lorsqu'ils interviennent alors que la hausse est déjà établie. Inversement, le maroubouzou baissier fonctionne mieux en tant qu'avertisseur de baisse à venir lorsqu'il intervient déjà dans une tendance baissière. Et plus le maroubouzou est disproportionné par rapport aux bougies précédentes, plus son signal est fort. À noter également que le maroubouzou fonctionnera mieux lorsqu'on le combinera avec les supports et les résistances, et ceci avec des volumes. C'est-à-dire que lorsque le maroubouzou intervient sur un support, un maroubouzou vert par exemple sur un support, et que les volumes augmentent, ça aura beaucoup plus de signification qu'un maroubouzou qui se ferait par exemple de manière aléatoire, un peu n'importe où et sans volume. Alors pour le trading du maroubouzou haussier, la technique veut généralement que l'on achète dès la fin de la bougie. Alors que ce soit en unité 1 heure, un jour, une semaine, un mois, hein, puisque ça fonctionne sur toutes les unités de temps, les chandeliers japonais. Eh bien, l'idée c'est que lorsque vous voyez que la séance va se terminer, que la bougie va être clôturée, eh bien vous achetez au dernier moment, hein, lorsque le maroubouzou est effectivement avéré. Il y a une autre façon de faire, c'est d'intervenir et d'acheter sur le niveau médian. Le niveau médian, c'est la moitié du corps de la bougie. On aura très souvent tendance à voir ce niveau médian jouer comme un rôle de support. Imaginons qu'on ait une petite baisse qui vienne après le maroubouzou, et bien très souvent elle prendra fin sur le niveau médian. C'est donc un point très intéressant pour acheter, car on réduit le coût d'achat, hein, le coût d'achat unitaire. Le stop loss, le plus important, c'est de se souvenir qu'on le met au plus bas, en dessous juste en dessous hein, du maroubouzou. Comme ça, on limite les risques. Pour le maroubouzou baissier, c'est le même système. Soit vous achetez, enfin plutôt vous vendez à découvert, hein, donc vous prenez une spéculation à la baisse au plus bas de la séance, là, juste avant qu'elle clôture cette bougie. Soit vous intervenez, vous vendez à découvert, vous spéculez à la baisse lorsqu'on vient chercher la moitié du corps, la médiane. Ça encore, c'est comme pour le maroubouzou haussier. Très souvent, on va connaître une petite hausse qui viendra buter contre le niveau médian avant de repartir sur une jambe de baisse. Donc c'est un point d'entrée très intéressant. De manière très classique, hein, les traders mettent leur stop loss juste au-dessus de la bougie. Je vous donne un exemple ici sur BNP Paribas en unité de temps horaire. Donc chaque bougie correspond à une heure de cotation. Et vous voyez ici un magnifique maroubouzou haussier qui d'ailleurs était précurseur d'une hausse très significative de la valeur BNP Paribas. Alors le plan de trade qui aurait été associé, eh bien soit on achetait comme je l'ai dit à la toute fin de la bougie lorsque le maroubouzou était établi. Il s'agissait éventuellement en cas le cas échéant d'acheter ou de renforcer sur le niveau médian. Hein, vous voyez comme le niveau médian des maroubouzous tend à servir de support. Le stop loss bien sûr ne devant pas être oublié en dessous de la bougie. Les objectifs, alors là il n'y a pas de règle pour les objectifs. La façon la plus simple de fixer l'objectif, c'est de prendre la prochaine résistance horizontale, comme ça, ici. Donc ça correspond à ce niveau qui a été touché, d'ailleurs qui a servi de point de dégagement de beaucoup de traders hein, sur les 4 bougies suivantes. Hein. On aurait pu également mettre une résistance un petit peu plus haut ici. Là pareil, il n'y a pas de règle. Hein. On peut mettre la résistance où on veut, tout en sachant que plus la résistance est loin des cours, plus ce sera lucratif. Mais bien sûr, moins cela a de chances d'être touché. Hein. Plus on est gourmand, moins on a de chances de parvenir à ses fins, mais plus c'est lucratif. Hein. Il n'y a pas de règle à ce niveau. Pour ce graphe de BNP Paribas en unité horaire, je vous propose donc cette fois-ci un maroubouzou baissier. Alors ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais effectivement il y a une petite mèche en haut, une petite mèche en bas, donc c'est un quasi maroubouzou, mais bon on voit bien que les mèches sont véritablement insignifiantes, et derrière il y a une baisse assez conséquente.
Le plan de trade aurait été le suivant. Soit on vend, on spécule à la baisse juste à la fin de la bougie. Soit éventuellement on spécule à la baisse lorsque l'on se rapproche du niveau médian de la bougie de baisse, tout en sachant que sur ce coup là, comme vous pouvez le voir, le niveau médian n'a jamais été touché. Donc si vous attendiez ce niveau pour spéculer à la baisse, bah, vous restiez sur le quai. Beaucoup ont tendance effectivement dans ce genre de situation, à prendre une position dès la clôture de la bougie, quitte à renforcer un petit peu après si vous voulez éventuellement profiter de cette correction. L'objectif, bon, une fois qu'on a établi le stop loss, donc toujours pareil, au-dessus de la bougie, l'objectif pouvait être celui-là, la prise de profit. Alors les Marubozu, c'est très très bien, mais je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on prend toutes les configurations Marubozu, vous n'aurez qu'une chance sur deux de prédire l'avenir. Il faudra vraiment combiner ça avec les supports et les résistances, les canaux, les obliques, comme on verra ça un petit peu plus tard. Parlons maintenant d'une deuxième configuration que j'aime beaucoup, ce sont les avalements ou les englobantes. Alors cela se manifeste par une combinaison à deux bougies. Une bougie rouge de plus petite taille que la bougie verte qui va venir après. Le corps de la deuxième bougie va venir, d'où son terme, avaler le corps de la bougie précédente. Les mèches, on s'en fiche, on fait comme si elles n'existaient pas, ce sont bien les corps qui comptent. Alors ça, ceci est un avalement haussier, et quand les couleurs sont inversées, c'est un avalement baissier. Petit corps vert, grand corps rouge. Alors là, les statistiques montrent que ces figures-là sont très souvent mal utilisées puisque lorsque vous prenez tous les avalements qui se présentent, ben, vous avez à peu près une chance sur deux, ou peut-être 60% de chance d'avoir une continuation qui va dans le sens de ce que vous désiriez, à savoir hausse après un avalement haussier, baisse après un avalement baissier. Mais si vous combinez ça avec les outils graphiques, vous pouvez facilement arriver à 80%. À noter également que les meilleurs résultats sont obtenus lorsque cela vient confirmer la tendance passée. C'est-à-dire que lorsqu'un avalement haussier vient faire suite à une tendance déjà haussière, c'est beaucoup plus porteur que lorsque on avait une tendance baissière auparavant. Les statistiques sur l'avalement baissier sont les mêmes, 50 à 60% de chance si on trade tous les avalements baissiers qui apparaissent, mais on peut monter à 80% si on combine ça avec les outils graphiques. Et là aussi, les résultats seront meilleurs si l'avalement baissier intervient alors que la tendance baissière est déjà établie. Regardez quelques exemples ici sur Alcatel-Lucent. Là, on a eu un avalement baissier. Vous voyez bien, les mèches ne comptent pas, ce sont bien les corps. Un petit corps vert, un grand corps rouge, et derrière une baisse. Là, vous avez un avalement haussier. Là, vous avez un autre avalement haussier dont les effets ont été assez mesurés. Et là, un avalement baissier sur Alcatel-Lucent. On est en unité jour, mais la logique veut que ça fonctionne sur toutes les unités. Un exemple sur AB Science à présent. Avalement baissier, qui n'a pas d'ailleurs donné grand chose, puisqu'en fait le signal a été invalidé. Là, un autre avalement baissier, mais qui a eu un résultat beaucoup plus probant. Et là, un avalement haussier, avec une hausse conséquente. Alors le trading est assez bien connu sur ce genre de figure. Il s'agit d'intervenir sur la bougie de formation de l'avalement en intervenant à la toute fin lorsque la figure est établie, et on mettra un stop loss en dessous de la deuxième bougie, ou au-dessus, ça dépend s'il s'agit d'un avalement haussier ou baissier. Alors sur le cas d'un avalement baissier, vous spéculez à la baisse sur la fin de la bougie, vous mettez votre stop loss au cas où les cours reviendraient taper le niveau au-dessus de la bougie. Et c'est l'inverse pour l'avalement haussier. Vous intervenez dès que l'avalement haussier est avéré et vous mettez votre stop loss si les cours redescendent en dessous de la bougie, de la deuxième bougie. Je vous ai préparé deux exemples. Regardez ici, on est sur AB Science en unité de temps journalière. Voici l'avalement haussier. Le stop loss devait être mis juste en dessous de la bougie. L'objectif, très souvent, c'est de prendre simplement la prochaine résistance haussière. Donc soit ici, soit là.
Et puis dans l'autre sens, mais ici ça n'a pas fonctionné, regardez. Là vous aviez la bougie rouge, la bougie verte, donc un avalement haussier. L'objectif aurait été de venir chercher sans doute les 22,5, mais le stop loss ici a été déclenché. Là on s'en sortait sur une perte. Ok, mais l'idée c'est que si vous mettez des stop loss, certes vous risquez d'être sorti, ça arrivera même assez souvent, mais vous avez des potentiels de gains qui sont généralement, et par construction, ce sont les trades que vous devez privilégier, beaucoup plus importants que la perte envisageable. Un exemple de trade baissier sur l'or. Là, vous reconnaîtrez la figure caractéristique, petit corps vert, grand corps rouge et l'avalement baissier. Le stop loss devant être mis au-dessus de la bougie de l'avalement. Et les objectifs pouvaient être ce plus bas là, ce support là, ou ce support là, ou ce support là. Ok, là on a eu de la chance puisqu'effectivement les trois objectifs ont été touchés. Troisième type de chandelier japonais que j'affectionne, eh bien, ce sont les haramis, mais aussi il y a plusieurs niveaux de compréhension. On a tendance très souvent à exagérer le succès des haramis, tout simplement parce que statistiquement les haramis ne fonctionnent qu'une fois sur deux. Mais je mettrai les mêmes bémols que précédemment. Si vous soignez vos prises d'entrée, si vous combinez avec les supports et les résistances et les obliques, etc., vous pouvez arriver à quelque chose qui est beaucoup plus gratifiant, intéressant, rémunérateur que si vous prenez tous les haramis qui se présentent de manière aléatoire. Alors ceci est un harami baissier, c'est-à-dire en fait vous avez une situation qui est le contraire de l'avalement. Vous avez un grand corps vert et un petit corps rouge qui est avalé par le premier chandelier, ça s'appelle un harami baissier. L'inverse s'appelle un harami haussier et vous avez des variantes, beaucoup de variantes chez les haramis. Là notamment vous avez un harami en croix, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une deuxième bougie avec un corps, vous allez simplement avoir une croix. La croix manifeste le fait que le niveau d'ouverture et de clôture sont similaires. Il n'y a pas de corps ni rouge ni vert, c'est-à-dire qu'on a clôturé sur le même niveau que le niveau d'ouverture. Donc ça, c'est le niveau d'ouverture, ça c'est le niveau de clôture, ça c'est le plus haut de la séance, ça c'est le plus bas de la séance. Ça s'appelle un harami en croix. Alors pour le harami, si on veut vraiment trader comme un pro les chandeliers japonais, il faut juger de la position relative. C'est-à-dire que lorsque vous avez le deuxième corps, donc le vert qui vient plutôt dans la partie haute de la première bougie, ça montre bien que il y a une pression haussière qui est importante. Donc cela va vraiment densifier le signal du harami haussier. Par contre, si le deuxième corps vient plutôt dans la partie basse ou dans le milieu, là par contre on sera plus dans une chance sur deux de réussir à une hausse à venir. Donc il faut vraiment juger de la position du deuxième corps de bougie. Inversement, pour les haramis baissiers, tout va dépendre de la position de la deuxième bougie. Si vous voyez que la deuxième bougie est plutôt basse, dans la partie basse de la première bougie, là, la baisse, le signal de baisse est densifié, par opposition avec une position plutôt haute ou intermédiaire. Tout le secret est là, c'est dans les détails qu'on juge de l'efficacité des chandeliers japonais. Alors, je vous propose maintenant de vous exercer les yeux sur Alcatel-Lucent et vous allez voir, on va commencer par la fin. Donc, la configuration numéro 5, comme vous pouvez le voir ici, est de type harami baissier, c'est-à-dire que la deuxième bougie est rouge et effectivement derrière il y a une baisse assez évidente. Vous aviez en numéro 4 un harami haussier puisque le corps de la deuxième bougie est compris à l'intérieur d'un vaste corps rouge qui le précède. Il devait y avoir une hausse, il y a eu une hausse. Le numéro 3 est un harami baissier, appelé colombe dans son nid, c'est-à-dire que vous allez avoir une grande bougie verte. Mais au lieu d'avoir une bougie rouge en deuxième bougie, comme c'est souvent le cas, vous allez avoir une petite bougie avec un corps vert. C'est moins puissant que le harami baissier traditionnel. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que derrière, il y a une hausse. Mais c'est censé être un signal de baisse aussi. Je vous avouerai franchement que je n'y accorde pas beaucoup d'importance, justement parce que le signal est assez brouillé par cette deuxième couleur inhabituelle. Là, vous aviez un harami haussier,
Alors il est imparfait celui-là aussi, même s'il a bien fonctionné, hein, parce que normalement le harami haussier est censé avoir un corps plutôt petit. Alors là, le corps est au contraire plutôt vaste, hein. Bon, c'est un harami haussier, mais de qualité assez médiocre. Et le premier était un harami baissier, qui lui par contre n'a pas bien fonctionné, comme vous pouvez le voir, puisqu'il aurait dû avoir une baisse, mais il y a eu une hausse. Alors, quand on parle trading, il faut bien savoir qu'il y a des règles assez claires, hein, concernant le harami. Alors, on va commencer avec le harami haussier. L'idée, c'est que lorsqu'il est établi que l'on s'achemine vers un harami haussier, il faut acheter dès qu'il est acquis que nous soyons face à un harami haussier, donc en toute fin de séance sur les niveaux de clôture. Le stop loss devra être mis de manière classique, hein, en dessous de la deuxième bougie. C'est-à-dire que si la séance d'après, eh bien, on redescend plus bas que le niveau de la deuxième bougie, normalement votre stop loss est déclenché, ce qui est valable également dans le cadre d'un harami en croix, hein. C'est-à-dire que vous achetez au moment où il est établi qu'on est face à un harami haussier, c'est-à-dire au niveau de la clôture, elle est ici sur la croix. Et le stop loss sera mis en dessous, hein, de la croix si on vient la toucher, hein, si on vient toucher ce niveau, la séance suivante. Pour le harami baissier, le principe est exactement le même. Vous allez avoir la deuxième bougie ici qui témoigne de la présence d'un harami baissier. Donc vous commencez à spéculer à la baisse précisément sur ce niveau. Et vous mettez votre stop loss au cas où les cours repasseraient au-dessus de la deuxième bougie. Également, hein, dans le cadre d'un harami baissier, mais cette fois-ci en croix. Voilà. Passons maintenant aux objectifs. Alors, il faut savoir, et là ce que je dis est valable pour les haramis, pour les marubozu, pour les avalements, que normalement les traders disent que il ne faut pas engager un trade si ce qu'il y a à gagner potentiellement n'est pas au moins 2 fois supérieur à ce que l'on peut perdre. C'est-à-dire que vous prenez la distance de votre ordre à l'objectif, et bien la distance doit être au moins 2 fois supérieure à la distance entre votre ordre et votre stop loss. Ça veut dire que même si vous avez raison qu'une fois sur deux, sur le long terme, vous gagnez parce que vous gagnez au moins 2 fois plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Maintenant, il faut savoir que tout le monde ne respecte pas ces règles-là. Même si c'est quand même ça fait partie de la culture commune des traders, hein. Je vous donne un exemple sur Alcatel pour le positionnement des stop loss. Là, vous avez donc un harami haussier. Le stop loss est mis en dessous de la deuxième bougie. Là, vous avez un harami baissier. Donc un ordre de vente sur la formation de la deuxième bougie en clôture. Stop loss au-dessus de la deuxième bougie. Là, vous avez un autre harami baissier. Vous intervenez donc ici sur la clôture de la deuxième bougie. Stop loss au-dessus. Là, un harami haussier. On intervient sur la clôture de la deuxième bougie, on met le stop loss juste en dessous. Un autre harami haussier, stop loss en dessous du plus bas de la deuxième bougie, on intervient haussier sur la clôture. Là, un harami baissier, on vend sur la clôture de la deuxième bougie, on met le stop loss au-dessus de la deuxième bougie, etc. Pour les objectifs, la technique est toujours la même, hein. Vous utilisez des supports, des résistances, des obliques, etc. En l'occurrence ici sur Alstom, vous intervenez ici, on achetait là. L'objectif résistance horizontale numéro 1, c'était le précédent plus haut, c'était ici, à 28, à 27,5. Pour les plus gourmands, on pouvait aller chercher la prochaine résistance. Okay. Et on peut également tracer des obliques. On serait dans ce cas sorti ici. Voilà, il n'y a pas de règle. On peut tout à fait envisager de fractionner, c'est-à-dire tracer ce que j'ai fait, puis voilà, prendre la moitié des gains ici, prendre la moitié de ce qui reste là, et puis laisser courir la moitié de ce qui reste, enfin le reste de la position sur l'atteinte de la résistance horizontale numéro 2. On peut tout envisager, il faut bien savoir qu'il n'y a pas de solution miracle, on peut simplement déterminer des solutions qui n'ont pas de sens, et là si vous prenez vos profits sur des résistances obliques ou horizontales, cela reste tout à fait logique. Voilà. Alors, à noter quand même que
On le verra dans le cahier d'exercice, hein, les chandeliers japonais, et je le répéterai jamais assez, ne permettent pas en tant que tels, à mon avis, de faire des miracles. Par contre, en les combinant avec les supports et les résistances, on peut franchement avoir des choses très intéressantes. Regardez ici sur EDF, hein. Ici nous avons donc un harami baissier, là, grande bougie verte avec un petit corps rouge, donc signal de baisse. Vous rentrez en position baissière ici. Alors, dès que vous rentrez en position baissière, vous mettez votre stop loss, hein, au-dessus de la deuxième bougie, et tout de suite, vous tracez vos objectifs. Alors, on pouvait envisager d'avoir une oblique objectif là, c'était objectif numéro 1, ou alors l'objectif numéro 2 là. L'objectif numéro 3 est à ici. Alors, cette position là, de harami baissier envoyait un signal très très fort de baisse parce que non seulement on avait une combinaison de chandeliers japonais qui était annonciatrice, donc théoriquement de baisse, mais en plus on était venu chercher cette oblique. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les chances pour que cette zone soit difficile à passer. Donc non seulement le chandelier japonais invitait à shorter en tant que tel, mais en plus il intervenait après échec à passer cette résistance oblique. Donc du coup, ça densifiait le signal. Voilà, maintenant je vous laisse vous entraîner avec les exercices. N'oubliez pas, hein, le trading, il faut beaucoup d'entraînement. Il n'y a pas de solution miracle. Ce n'est qu'en mangeant, en bouffant du graphe que vous arriverez à quelque chose d'intéressant. Je vous souhaite donc un bon entraînement et à très bientôt pour l'opus suivant.